Malgré les engagements pris par le Togo, les prisons du pays restent surpeuplées et les conditions de détention ne sont pas conformes aux normes en matière des droits humains, avait dénoncé Amnesty International en 2022. 2 ans après, cette situation des prisons du Togo interpelle aussi le département d'État américain. Dans son rapport sur la situation des droits de l'homme dans le monde au cours de l'année 2023, il ressort que les conditions de détention dans les prisons du Togo sont exécrables. Autrement dit, le rapport indique une surpopulation carcérale au Togo à plus de 180%. Outre cette surpopulation, l'on note également un manque de structures sanitaires et médicales, de nourriture, de ventilation et d'éclairage inadéquats, entre autres, dans les prisons civiles du pays. Plus loin, le département d'État américain indique que le gouvernement togolais ne respecte pas l'indépendance et l'impartialité de la justice. Au même moment, la corruption constitue un autre problème de la justice togolaise, précise le rapport. Par ailleurs, rappelons que 13 prisons sur l'ensemble du territoire accueillent à ce jour près de 5000 détenus. La catégorie de personnes en attente de jugement représente 65% des prévenus et des inculpés. La qualité des services de santé est l'un des aspects les plus fondamentaux des exigences en matière de santé, tant pour le personnel que pour les bénéficiaires. Le constat majeur est que l'accès des populations aux soins de santé de qualité est limité. Les structures et les équipements pour certains soins spécifiques sont largement insuffisants. Dans l'optique d'améliorer la gouvernance sanitaire, le gouvernement togolais a distribué pour 15 milliards de francs CFA d'équipements médicaux dans 160 hôpitaux à travers le pays. Objectif, améliorer l'offre de soins en faveur des populations et répondre de manière plus efficace aux besoins exprimés dans tous les districts sanitaires du pays. Ces lots d'équipements s'ajoutent à la liste des initiatives déjà entreprises par le gouvernement togolais pour rehausser la qualité de l'offre de soins, surtout en faveur des populations les plus vulnérables. Au nombre de celles-ci, l'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle, la construction de structures modernes dans les régions, à l'instar des hôpitaux mère-enfant, la mise en place des programmes dédiés à la santé maternelle et infantile, ainsi que le renforcement de capacités du personnel de santé. Les équipements acquis comprennent plus de 7000 lits et 15 appareils d'imagerie, 50 microscopes, 7 ambulances médicalisées, 200 motos et 100 réfrigérateurs. Ces investissements permettent de moderniser les infrastructures existantes et de renforcer les capacités des hôpitaux togolais. Afin d'assurer le bon fonctionnement des équipements et à rendre durable leur impact sur les services de santé, le gouvernement prévoit de mettre en place un système rigoureux de suivi et de maintenance. En 2024, alors que les enfants du monde entier sont déjà confrontés à des défis majeurs qui façonnent leur avenir, leur situation risque de se détériorer davantage. À l'horizon 2050, ils seront confrontés à des défis sans précédent liés aux crises climatiques et économiques, marquant une période charnière pour leur avenir. Selon l'UNICEF, les risques environnementaux tels que les vagues de chaleur extrêmes, les inondations et les sécheresses toucheront de plus en plus de jeunes générations. En Afrique, où les conditions de vie sont déjà précaires, ces crises climatiques risquent d'aggraver la situation, accentuant la pauvreté et les inégalités. Sur le plan économique, les inégalités devraient se creuser davantage, avec 23% des enfants vivant dans des économies fragiles contre 11% en 2000. L'accès à une éducation de qualité, bien qu'en progression, restera un défi majeur dans ces régions, exacerbant les disparités sociales. En Afrique de l'Ouest et centrale par exemple, les inégalités de genre en matière d'éducation risquent de freiner les avancées réalisées. L'urbanisation rapide constitue un autre facteur de transformation. D'ici 2050, elle touchera plus de 60% des enfants et ajoutera de nouveaux défis en termes de santé, sécurité et accès aux services essentiels. Face à ces réalités, l'UNICEF appelle à des investissements massifs pour bâtir des sociétés résilientes et inclusives. Prioriser l'éducation, renforcer les systèmes de protection sociale et intégrer des mesures climatiques dans les politiques publiques sont essentielles pour protéger les droits des enfants. Ces actions détermineront si l'avenir des enfants de 2050 sera celui d'un monde plus résilient ou d'un avenir marqué par la précarité. 300 milliards de dollars par an, c'est le pactole promis à l'Afrique pour faire face aux défis climatiques auxquels elle fait face. Ainsi en avaient décidé les participants à la COP29 à Bakou, en République azerbaïdjanaise,
alors que l'Afrique elle-même exigeait un peu plus de 1 000 milliards de dollars. Selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, l'Afrique est le continent le plus vulnérable à la crise climatique. Les besoins d'adaptation sont estimés entre 36,3 et 61 milliards de dollars par an. Malgré cette estimation, elle n'a reçu que 13 milliards de dollars de financement dédiés à l'adaptation, ce qui couvre à peine 21% de ses besoins. Ce déficit prouve à suffisance l'inefficacité des mécanismes actuels à résorber les urgences climatiques. Au vu des précédents, il est clair que l'accord de Bakou, bien qu'historique en termes de volume, ne garantit aucune priorité spécifique pour l'Afrique. Depuis plusieurs années, les financements mondiaux ne privilégient que l'atténuation au détriment de l'adaptation. Et encore, faut-il le rappeler, les mécanismes de financement constituent une autre paire de manches. En Afrique, 57% des financements climatiques sur l'année 2022 étaient sous forme de prêts. Même si la majorité de ces prêts sont concessionnels, ils aggravent quand même le fardeau d'une dette déjà insoutenable dans de nombreux pays. Comment demander aux pays africains de renforcer leur résilience climatique tout en les enfermant dans un cercle vicieux de surendettement? L'équation est difficile à résoudre. Le Conseil supérieur de la communication va entendre à son siège à Ouagadougou le directeur de publication de l'Observateur Palga, ainsi que l'auteur d'un article ayant suscité une vive controverse. Le texte en question, publié le 17 octobre dernier sous le titre « Armée malienne, des généraux comme s'il en pleuvait », a provoqué l'indignation du CSE. L'article tournait en dérision de nombreuses promotions observées récemment au camp de Kati, au Mali. Le régulateur reproche au journal des manquements à la loi, à l'éthique et à la déontologie journalistique. Par ailleurs, mardi, les autorités au pouvoir au Mali ont coupé le signal de Joliba TV, une chaîne d'information très populaire. Cette décision fait suite à une émission diffusée par la chaîne dans laquelle des doutes avaient été émis sur la crédibilité du coup d'État présumé déjoué par les militaires au Burkina Faso. Le président sud-soudanais Salva Kiir a confirmé son engagement à accélérer et conclure les négociations de paix de Toumaïni. Le chef d'État a également encouragé les partis à concentrer leur attention sur les élections de décembre 2026 lors de l'ouverture du 8e forum annuel des gouverneurs à Juba. Notre vision collective, à nous les signataires de l'accord de paix de 2018, est de combler le fossé, de comprendre les réserves des groupes retenus, de tenir compte de ces réserves dans le cadre de l'accord existant, de sorte que l'initiative Toumaïni devienne partie intégrante de l'accord existant. Il est logique de dire que tout accord visant à remplacer l'accord existant ira à l'encontre du principe d'inclusivité et conduira certainement à un cycle de conflit. Le forum des gouverneurs intervient alors que le pays est confronté à des défis croissants. Au Soudan du Sud, 9 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire et plus de 7 millions souffrent d'insécurité alimentaire. 5 pays condamnent l'intensification des violences au Mozambique. Alors que la nation d'Afrique australe est en proie à des manifestations post-électorales, les gouvernements des États-Unis, de la Grande-Bretagne, du Canada, de la Norvège et de la Suisse ont conjointement tenu à condamner la situation. Le scrutin présidentiel du 9 octobre a donné gagnant le parti Frelimo au pouvoir depuis 1975. Ces résultats ont été contestés et ont donné lieu à l'indignation de l'opinion publique qui est montée en flèche depuis. Le candidat vainqueur du Frelimo est Daniel Chapo, qui succède à Felipe Nyusi et devient ainsi le 5e président du Mozambique depuis son indépendance du Portugal. Le groupe de surveillance local Plataforma Décidé a déclaré la semaine dernière qu'au moins 67 personnes avaient été tuées en raison des troubles survenus entre la mi-octobre et la mi-novembre.
De nouvelles manifestations antigouvernementales ont éclaté mercredi après qu'un véhicule de police a fauché une femme lors d'une manifestation et que des images de l'incident ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Les ambassades des États-Unis, de la Grande-Bretagne, du Canada, de la Norvège et de la Suisse ont demandé l'ouverture d'une enquête sur l'incident. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré jeudi que les forces russes avaient atteint 17 cibles du jour au lendemain. Il s'est exprimé à l'occasion d'un sommet des dirigeants d'une alliance de sécurité dominée par la Russie pour la réunion annuelle de l'Organisation du Traité de sécurité collective, OTSC. Ce soir, nous avons mené une frappe globale à l'aide de 90 missiles de cette classe et de 100 drones. 17 cibles ont été touchées. Il s'agissait d'installations militaires, d'installations de l'industrie de défense et de leur système de soutien. Je répète une fois de plus que ces frappes de d'autre part ont eu lieu également en réponse aux frappes incessantes sur le territoire russe par les missiles américains. Comme cela a été dit à plusieurs reprises, il y aura toujours une réponse de notre part. Les dirigeants du bloc, dont la Russie, la Biélorussie, le Tadjikistan et le Kirghizstan, discuteront de la situation internationale et régionale et de son impact sur les États membres de l'OTSC. Ce sont les grandes vedettes actuelles du musée de Shanghai. L'exposition de 788 objets égyptiens anciens a franchi une étape importante, attirant 1 million de visiteurs depuis son lancement en juillet. Depuis 4 mois, les 8000 billets disponibles se vendent tous les jours comme des petits pains. Le précédent record pour une exposition égyptienne a été établi au Metropolitan Museum of Art de New York en 1978 avec 1,36 million de visiteurs. Au vu des tendances actuelles, nous sommes en passe de dépasser ce record. Il s'agit de la plus grande exposition organisée en dehors de l'Égypte et de la première collaboration entre un musée d'État chinois et le gouvernement égyptien présentant des objets de classe mondiale. À l'approche de la journée mondiale de lutte contre le sida, l'ONU-SIDA a publié un rapport appelant les dirigeants à intégrer les droits de l'homme dans leur stratégie de lutte contre la maladie. Malgré des progrès notables, des efforts restent à réaliser. Des progrès significatifs ont été réalisés dans la lutte contre le VIH, notamment grâce aux avancées biomédicales, à la protection des droits de l'homme et à l'activisme des communautés. Ces efforts ont permis de réduire la transmission du virus et d'améliorer l'accès au traitement. Cependant, de grandes lacunes persistent et empêchent d'éradiquer le sida. L'année dernière, 630 000 personnes sont mortes de la maladie et 1,3 million de nouvelles infections ont été signalées dans le monde. Des études ont en effet démontré que 2 injections annuelles d'une nouvelle molécule avec un nouveau mode d'action permettent de protéger presque entièrement une population de jeunes femmes particulièrement à risque d'acquisition du VIH en Afrique subsaharienne. Cette avancée est remarquable dans un domaine où aucun vaccin n'est actuellement disponible et où aucun vaccin ne semble prêt à l'être dans les 5 prochaines années. Selon l'organisation onusienne, ces nouveaux traitements pourraient représenter un tournant majeur dans la gestion du VIH, mais leur succès dépendra d'une approche basée sur les droits de l'homme. Pour l'ONU-SIDA, la technologie doit être partagée de manière équitable.